Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième formation. Alors je fais les micros du coup déjà pour commencer parce que on a une petite sonnerie de téléphone là, qui s'est lancée. Donc bienvenue à tous pour cette troisième session de formation autour de l'orthokératologie et du contrôle de l'évolution myopique. Merci aux adaptateurs qu'on connaît déjà de continuer à vous former. Bienvenue aux nouveaux également. Le thème aujourd'hui sera plus porté sur l'optimisation des lentilles. Donc Diane va vous faire une explication de tout ça. N'hésitez pas à poser des questions durant la formation via le chat. On vous laissera des petits temps dédiés aux questions pendant la formation parce que vu que ce sont des cas, ça va être un petit peu plus de réflexion par rapport aux autres conférences que vous aviez fait. N'hésitez pas à lever la main également. Vous avez un petit onglet pour ça. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On aura des questions après également, si vous le souhaitez. Je pense que je peux te laisser la main, Diane, si tu es prête. Merci beaucoup, Clément. Bonjour à tous. Donc, comme l'a très bien dit Clément, ce module va nécessiter un petit peu plus de réflexion. Donc, je vais déjà essayer d'aller un peu plus lentement et également vous laisser des petits temps de quelques secondes pour intégrer d'une part l'information et d'autre part poser une éventuelle question. Par contre, comme pour hier et avant-hier, vous poserez toutes vos questions et on y répondra à la fin. S'il est nécessaire de revenir sur une diapositive, il n'y a aucun problème, on reviendra en arrière à ce niveau-là. Alors, aujourd'hui, module niveau 2 sur l'orthokératologie. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail déjà des paramètres, comment ils varient, quand ils sont bien adaptés, mal adaptés, et quand l'adaptation n'est pas optimale, et bien justement, comment on va pouvoir améliorer et surtout, d'où vient l'inadaptation. Alors, c'est parti. Donc, avant de vous présenter donc, toutes les optimisations, petit rappel quand même nécessaire, même si je pense que la plupart d'entre vous les connaissent déjà, je voulais vous parler des spécificités donc, de la DRL. Au niveau des spécificités, la première, ça va être vraiment ce fameux double réservoir de larmes qui d'ailleurs donne son nom à la lentille, DRL pour double réservoir de larmes. Ce double réservoir de larmes, il va vous permettre il va permettre plusieurs avantages, plusieurs choses positives au niveau de l'adaptation. Donc, d'une part, la stabilisation. On va également avoir un meilleur centrage, une efficacité renforcée, c'est-à-dire qu'on va avoir des traitements qui vont être plus rapides, donc la cornée qui va se remodeler plus rapidement. Et ce deuxième réservoir, il va également nous permettre d'analyser notre image flow. Et on va justement aller un petit peu plus dans le détail à ce niveau-là tout à l'heure. Donc, ce fameux deuxième réservoir de larmes que vous pouvez voir déjà au niveau des images flow, donc qui est beaucoup plus petit, c'est le deuxième qui est beaucoup plus fin. Et donc, à quoi il correspond? Tout simplement, c'est un deuxième effet de succion. Et ce deuxième effet de succion, eh bien justement, il va vous permettre d'adapter, entre autres, par exemple, des myopies plus élevées par rapport aux autres lentilles d'orthokératologie du marché qui possèdent qu'un seul réservoir de larmes. Donc, on va pouvoir corriger les myopies jusqu'à -7, avec un astigmatisme jusqu'à 4 dioptries. On va également pouvoir corriger, je n'ai pas renoté, mais les hypermétropes jusqu'à 4 dioptries, également combiné à un astigmatisme de 4 dioptries. Et autre spécificité, on en a beaucoup parlé hier, eh bien, c'est le diamètre de zone de traitement qui est ajustable et qui va nous permettre vraiment d'avoir un meilleur contrôle de la myopie. Donc, cette deuxième spécificité, je ne vais pas plus vous en parler aujourd'hui parce qu'on l'a largement développé hier. Par contre, si vous avez des questions concernant justement cette zone de traitement ajustable, personnalisable, ou par rapport au contrôle de la myopie de manière générale, bien évidemment, on pourra en discuter à la fin de la présentation. Alors, petite piqûre de rappel également, avant de parler d'optimisation, je voulais quand même vous remontrer qu'est-ce qu'une adaptation optimale. Donc,
Du côté gauche, vous avez l'adaptation optimale d'un myope, donc avec le fameux bull's-eye. Donc là, vous avez la topographie qu'on appelle différentielle. Donc topographie différentielle, c'est topographie après traitement moins la topographie avant traitement. On a une zone, alors déjà un traitement qui est centré, on a une zone de traitement qui est régulière et un anneau rouge qui est complet. Au niveau de l'image fluo, vous avez l'image fluo optimale aussi qui permet d'obtenir ce traitement. Donc avec une zone sombre au centre, parce que je rappelle, nous n'avons que 8-10 microns entre la lentille et la cornée au centre. C'est la raison pour laquelle la zone est vraiment sombre, mais attention, sans contact de la lentille sur la cornée. Et un deuxième réservoir parfaitement positionné, aligné pour nous permettre d'avoir une périphérie optimale et donc un traitement parfaitement centré. Donc ça, c'est pour le myope. Et pour l'hypermétrope, et bien là, on va avoir également la topographie optimale, donc centrée plus ou moins, parce que là, on peut voir que quand on visualise la pupille sur la topographie, on peut visualiser un très léger décentrement, mais en l'occurrence, la zone de traitement est suffisamment grande par rapport à la taille de la pupille. Donc là, on est sur un traitement tout à fait optimal, régulier. Et vous avez également l'image fluo typique de la lentille hypermétropique, donc la DRLH optimale, avec cette fois-ci un lac de fluo au centre rond bien régulier et toujours ce fameux deuxième réservoir de larmes. Alors, on va reparler donc des paramètres. Nos paramètres KMP, alors K pour le centre de la lentille, M ou H pour le remodelage, donc la valeur de la myopie ou de l'hypermétropie, et le P pour la périphérie. Alors, comme je vous disais, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail par rapport aux paramètres et surtout, eh bien, son optimisation, ses modifications. Donc, je vous rappelle qu'au niveau du paramètre K, donc qui définit la zone centrale de la lentille, ce paramètre il va définir la flèche centrale et donc au niveau de la topographie, la qualité de la zone de traitement. Donc la flèche centrale, c'est quoi? Eh bien justement, c'est la hauteur entre la cornée et la lentille. Sur la vidéo, vous pouvez visualiser, alors j'ose espérer que, alors moi il n'y a pas de problème de connexion, c'est très fluide, mais j'espère que vous la voyez de manière aussi fluide que moi. Donc vous pouvez visualiser effectivement que la lentille est plus ou moins haute en fonction du paramètre K. C'est simplement pour vous montrer lorsqu'on a un K qui est optimal ou trop plat ou trop serré. Alors, comment ça se définit? Donc, comme je vous disais, le paramètre K, il va définir la hauteur sagittale, donc la hauteur du film de larme entre la cornée et la lentille. On doit avoir 8 à 10 microns de larme. Là, c'est lorsque notre lentille est parfaitement adaptée. Maintenant, notre lentille, elle peut être soit trop serrée, soit trop plate au centre. Et on le verra, si nous n'avons pas le paramètre K n'est pas adapté, nous aurons des répercussions sur la qualité de la zone de traitement, sur la topographie. Donc là, au niveau de la petite vidéo, vous pouvez voir que lorsque le K est plus serré, eh bien, vous avez une hauteur de ménisque de larme qui est plus importante. Donc, on a un ménisque qui est supérieur à 10 microns. Donc là, nous sommes dans le cas d'une lentille qui est trop serrée. Par contre, lorsque le K est plus plat, eh bien, on peut voir que la lentille se rapproche de la cornée. Au niveau de l'image fluo, comment ça va se définir? Eh bien là, vous pouvez voir que vous avez 4 images fluo avec 4 paramètres K qui sont différents. Entre les différentes images fluo, vous avez une variation d'un pas entre chaque lentille. Donc, vous avez un pas de 5 centièmes, ou 0,05 mm. Et vous pouvez voir que sur la première image fluo, vous avez un K de 7,20. Et on peut voir que la zone sombre, elle est très petite. Donc, il y a de fortes chances que la lentille soit un petit peu trop serrée. Et en plus d'être trop petite, eh bien, elle n'est pas suffisamment sombre. Sur la deuxième image fluo, vous avez un K qui est plus plat de 5 centièmes. Et on peut voir déjà que cette zone
centrale, eh bien, elle est un petit peu plus large et surtout un petit peu plus sombre. Donc, ça veut dire qu'en aplatissant légèrement le K de 5 centièmes, nous avons diminué la hauteur sagittale. Pour votre information, une modification du K de 5 centièmes entraîne une modification de la hauteur sagittale de l'ordre de 8 microns. Passons sur la troisième image fluo. Donc, de la deuxième à la troisième, on a encore aplati de 5 centièmes. Donc, on est passé d'un K de 7,25 à un K de 7,30. Et là, donc, plus plat, donc ça veut dire que la lentille s'est encore approchée de la cornée. Qu'est-ce que nous pouvons constater au niveau de cette image fluo centrale? Eh bien, déjà, elle est plus large et plus sombre. Et là, en l'occurrence, nous sommes sur une image fluo centrale qui est optimale. Lorsqu'on aplatit un petit peu encore, donc d'un pas de 5 centièmes, on passe sur un K de 7,35, et bien là, qu'est-ce qu'on constate? Et bien la zone de traitement, elle devient encore plus large et on a une zone sombre au centre. Alors là, c'est vrai que sur cette photo, il y a peut-être un petit peu trop de fluo de manière générale, mais là, en l'occurrence, on va avoir une zone qui est trop grande. Si elle est trop grande en soi, ce n'est pas problématique, mais si notre lentille est un petit peu trop plate, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que la hauteur du ménisque de l'arme entre la cornée et la lentille est très certainement inférieure à 8 microns. Déjà que 8 microns, ce n'est pas beaucoup, mais si c'est inférieur à 8 microns, nous avons un gros risque de toucher de la lentille sur la cornée. Donc, il est important de bien contrôler l'image fluo. Elle va nous permettre de vérifier que notre hauteur sagittale est optimale, qu'elle est de l'ordre de 8-10 microns. Et d'ailleurs, pour pouvoir l'observer, il est impératif d'utiliser la lumière bleue, mais surtout aussi le filtre jaune, parce que sans le filtre jaune, on ne verra pas grand-chose. Et donc, du coup, toute modification d'un pas va entraîner une modification de 8 microns. Et dans un sens ou dans l'autre, eh bien, on risque d'avoir une lentille qui est trop serrée ou trop plate. Donc, la vérification de l'image fluo va nous permettre de s'assurer que le paramètre K est bien aligné et qu'on a les 10 microns sous notre lentille. Même si les paramètres restent indépendants, il est quand même important de noter qu'une modification du paramètre K va entraîner une modification du paramètre M, donc du remodelage désiré, pour pouvoir on va dire maintenir l'effet. Parce qu'on va le voir, lorsque le K n'est pas aligné, donc quand il est dans les deux cas de gauche trop serré ou le cas de droite trop plat, la conséquence sera que nous aurons sur la topographie une zone de traitement qui sera irrégulière. Et cette zone de traitement irrégulière, elle va entraîner des halos, par exemple une surréfraction avec un astigmatisme, donc une surréfraction torique. Elle n'apportera pas forcément une qualité. On pourra avoir une très bonne acuité de l'ordre de 10-12 dixièmes, mais sans avoir une qualité de vision optimale. Donc, on peut très bien avoir un traitement, un aplatissement optimal au niveau correction pure, mais si nous avons une zone de traitement qui est irrégulière parce que nous n'avons pas une lentille dont le centre est bien aligné, donc on a une hauteur de ménisque de l'arme trop élevée, au-delà de 10 microns, ou à l'inverse, une lentille qui est très 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 proche de la cornée centrale avec un gros risque de toucher, on le verra dans quelques secondes au niveau de la topographie, eh bien, on va être amené à modifier le K pour derrière aussi modifier le M pour maintenir la vision. Donc, si par exemple nous avons 10-12 dixièmes d'acuité visuelle, une lentille qui est un petit peu trop plate, nous allons serrer le K de 5 centièmes, mais nous allons également modifier le M pour garder la même acuité visuelle. Alors, cette modification, eh bien, elle est d'une part, on va le voir, hein, on peut le faire avec déjà Click and Fit, donc il n'y a même pas besoin, on va dire, de se triturer l'esprit, mais il faut savoir que si c'est vous qui la faites sans le logiciel, eh bien, la modification suit la même logique qu'une lentille rigide classique. C'est-à-dire que si nous sommes amenés à serrer la lentille, donc à serrer le K, eh bien, nous allons rajouter du concave. Donc là, avec l'exemple que vous avez sur cette diapositive, nous avons initialement un K de 7,90 avec un M de 2,50. L'image fluo nous montre une lentille
un petit peu trop plate, comme l'image fluo par exemple que vous avez à droite. Donc ça veut dire qu'on a un ménisque de larme qui est très très fin, qui est inférieur à 8 microns. Donc on va être amené à serrer très légèrement le cas pour obtenir une image fluo optimale, une hauteur sagittale de l'ordre de 8-10 microns. Et du coup, au niveau du M, eh bien, nous allons augmenter le concave, donc on va augmenter la valeur du M. Donc, si nous serrons le cas, on passe de 7,90 à 7,85, nous allons augmenter la valeur du M, on va augmenter le concave, donc on va passer d'un M de 2,50 à un M de 2,75. Alors ça, sachez que le logiciel Click and Fit, dont je vais vous parler tout à l'heure, le prend bien évidemment en compte. Mais si par exemple vous faites une optimisation avec Click and Fit et que vous n'avez pas de surréfraction, mais vous voyez que la topographie n'est pas optimale, donc on va optimiser pour vraiment avoir une zone de traitement régulière, que vous ne soyez pas surpris que le logiciel suggère certes une modification de cas, mais également une légère modification du M. Je vous laisse éventuellement poser une question si ce n'est pas suffisamment clair. Si c'est bon pour tout le monde, je poursuis. Au niveau du deuxième paramètre, donc le deuxième paramètre, c'est le paramètre M pour le myope, H pour l'hypermétrope et C dans le cas d'une lentille torique et donc de la correction du cylindre. Donc là, on va définir la valeur du remodelage. Donc là, la valeur du remodelage, comme je vous l'ai déjà expliqué pour ceux qui étaient avec nous mardi, le principe du M, c'est qu'il va faire varier le rayon de courbure central de notre lentille. Vous pouvez le visualiser sur la vidéo. Donc, ça ne va pas modifier la hauteur sagittale, mais ça va uniquement modifier le rayon de courbure. Plus nous avons besoin de corriger une myopie élevée, plus on va avoir donc besoin d'aplatir la cornée, dans le cas du myope, et donc plus le rayon central sera plat, et par conséquent, le premier réservoir de larmes sera également plus élevé. Mais le M va vraiment définir que le rayon central, c'est-à-dire que si au niveau du contrôle de l'image fluo est optimale, donc on a nos 8 microns au centre, eh bien, la modification du M ne va pas modifier la hauteur du ménisque de larme que vous avez entre la lentille et la cornée. Ça va uniquement modifier l'aplatissement du rayon central. Donc là, vous pouvez voir que plus le M augmente, plus le rayon central est plat et plus la hauteur du premier réservoir est également importante. Alors là, vous avez une vidéo qui montre l'exemple du myope, bien évidemment pour l'hypermétrope. Alors, bien sûr, à l'inverse, mais ça fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire que nous avons un rayon qui est très cambré au centre. On a d'ailleurs la fluo avec un lac central. Ce lac et ce rayon seront plus ou moins importants selon la valeur de l'hypermétropie à corriger. Au niveau des paramètres, comme nous avons une indépendance, eh bien, ça veut dire que si vous ne modifiez que le M, par exemple, le traitement est parfaitement centré, la zone de traitement est régulière, mais après 10 jours de traitement, on avait par exemple une myopie de 6, il nous reste en fin de journée moins 0,50, eh bien, on va augmenter le M et partir sur un M de 6,50 sans pour autant modifier les autres paramètres. Voilà pour le paramètre M, ou également H et C pour les autres amétropies. Diane, je me permets juste de t'interrompre pour oui. Une petite question. Oui. La hauteur sagittale est difficile à apprécier. De 8 ou 10 microns, en fait, la hauteur sagittale de 8 ou 10 microns est difficile à apprécier. Est-ce que tu as des astuces à nous donner pour Bien sûr. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. 8-10 microns, ce n'est pas beaucoup. Donc, c'est vrai qu'en plus, cette taille de zone de traitement qu'on pourrait utiliser, malheureusement, dépend aussi de la valeur du M. C'est-à-dire qu'avec une faible myopie, de l'ordre de 2 dioptries, la zone sombre sera très large. Si on a un M de 7, cette zone, elle sera plus petite. Donc, ça, c'est une première chose. Après, la deuxième chose, ce qu'on va demander de vérifier dans un premier temps,
c'est d'une part de ne pas avoir une lentille trop plate qui toucherait la cornée. Donc, s'il n'y a pas de contact, déjà, c'est une première chose. Même si on a un doute sur est-ce qu'elle est bien alignée ou est-ce qu'elle a tendance plate, ce qui est important, c'est vraiment d'exclure un contact de la lentille sur la cornée. Donc, ça, c'est la première chose du côté lentille trop plate. Et pour la lentille trop serrée, eh bien, ce qu'on cherche à avoir, c'est quand même au niveau de l'intensité de la zone sombre, on veut globalement la même intensité au centre et en périphérie. Donc, lorsqu'on a une lentille qui est trop serrée, mais vraiment trop serrée, vous verrez que déjà la zone sera petite, mais surtout, comme on peut la voir sur cet exemple avec la première image fluo, eh bien, la fluo, au centre, on voit qu'il y a pas mal de fluo au niveau de cette zone sombre. Elle n'est pas si sombre que ça. Maintenant, si nous avons un doute, c'est-à-dire qu'on dit « Ok, elle est peut-être un petit peu trop serrée ou à l'inverse un petit peu trop plate », sachez que vous ne prenez absolument aucun risque à laisser la lentille porter une première nuit, puis 8 à 10 jours, à partir du moment où vous avez éliminé tout élément vraiment qui ne permettrait pas de laisser la lentille. Donc, à partir du moment où la zone semble suffisamment large, ou en tout cas si elle est vraiment qu'il n'y ait pas de contact, à partir du moment où vous validez ces points-là, vous pouvez laisser la lentille. Et puis l'expérience, on va dire, viendra vraiment avec les adaptations. C'est-à-dire que c'est vraiment important d'en faire au maximum et vous verrez, votre œil appréciera de plus en plus et surtout beaucoup plus facilement les lentilles à tendance un petit peu plate ou à tendance serrée. Mais même si vous avez un doute, encore une fois, si la zone est suffisamment large et sombre, ou en tout cas vous avez exclu si elle est très grande un contact, vous pouvez sans aucun problème laisser la lentille. Et puis après, si vraiment vous avez besoin de vérifier cette information parce que vous n'êtes pas sûr de l'image fluo que vous avez contrôlée, eh bien le service technique est à votre disposition. Mais voilà au niveau des astuces, c'est-à-dire déjà, si la zone de traitement est très large, on s'assure qu'il n'y a pas de contact, même si la lentille est tendance un petit peu plate. Et si elle est un petit peu trop serrée, on va quand même vérifier l'intensité de cette zone sombre au centre. Et typiquement, sur la première fluo, la première photo, on peut voir que cette zone, elle n'est pas si sombre, elle n'est pas suffisamment sombre. Donc, ça nous laisse penser que la lentille, elle est trop serrée. Et puis après, même si vous avez un doute et que vous laissez les lentilles, sachez que derrière, vous allez avoir des résultats topographiques. Et la topographie, elle va nous aider justement à analyser l'image fluo. C'est-à-dire que lorsqu'on va contrôler les lentilles et si besoin optimiser, on va essayer au maximum de mettre en lien les résultats topo et les résultats de la fluo. Et ça, je vais vous le montrer d'ici quelques minutes dans les prochaines diapositives. J'espère avoir répondu à la question. Écoute, je pense que oui, on n'a pas d'autres questions supplémentaires. Très bien. Alors, je passe au troisième paramètre. Donc, le paramètre P qui définit la périphérie de la lentille. Et la périphérie de la lentille est très, très importante parce qu'elle va nous permettre d'assurer le centrage. Alors, bien évidemment aussi le confort, mais surtout le centrage du traitement. Alors, comment on va contrôler cette périphérie? Cette périphérie, elle est plus facilement contrôlable que le centre. Comment ça se passe? Eh bien là, sur les différentes images fluo, vous avez trois cas, la fluo, la périphérie alignée, trop plate ou trop serrée. Lorsque la périphérie est parfaitement alignée, eh bien nous allons constater que le deuxième réservoir, donc qui est très fin, eh bien il est parfaitement au milieu de cette zone périphérique. C'est-à-dire que si on compare les deux espaces de part et d'autre de ce deuxième réservoir, eh bien ils sont équivalents. Donc, à partir du moment où les deux espaces sont équivalents, nous avons une périphérie qui est parfaitement alignée. Par contre, lorsque la périphérie n'est pas alignée, justement, nous n'avons plus cette équivalence d'espace de part et d'autre. Lorsque nous avons une lentille qui est trop plate, comme le cas au milieu, vous avez le deuxième réservoir de larmes qui a tendance à être beaucoup plus proche de la périphérie. Il va avoir tendance à baver vers l'extérieur.
Et dans ce cas-là, on a le premier espace, donc qui est plus proche du premier réservoir, qui devient plus large que le deuxième espace. Donc, lorsque le deuxième réservoir de larmes est plus proche de la périphérie, ça veut dire que nous avons une périphérie qui est trop plate. À l'inverse, lorsque le deuxième réservoir de larmes est plus proche du premier, eh bien, notre périphérie est trop serrée. Donc, ça veut dire que le premier espace devient plus petit que le deuxième espace. Et donc, dans les deux derniers cas, donc dans le cas de la périphérie trop plate ou dans le cas de la périphérie trop serrée, le risque que nous avons, c'est d'avoir un décentrement du traitement. Même chose, on peut très bien modifier la périphérie sans avoir à modifier le paramètre K et le paramètre M. Alors maintenant, je vais vous présenter donc, le premier calcul que vous avez déjà vu avec le logiciel Click and Fit et également, bien sûr, l'optimisation sujet du jour. Alors, petit rappel pour le calcul. Donc, le calcul avec le logiciel Click and Fit va se faire grâce à 3 éléments. L'importation de la topographie qui va nous permettre du coup d'obtenir la kératométrie et les excentricités, la réfraction et le diamètre cornéen. Alors, au niveau de la topographie, aujourd'hui, notre logiciel d'adaptation Click and Fit est compatible avec 3 topographes. Le TMS4, le Mainmont et le Kératron. Alors, qu'est-ce que ça veut dire compatible? Ça veut dire que nous avons la possibilité d'importer les topographies directement dans le logiciel. Pour tous les autres topographes, bien évidemment, vous pouvez adapter nos lentilles DRL. Vous pouvez bien évidemment aussi utiliser le logiciel Click and Fit, mais au lieu d'importer la topographie, vous aurez simplement à saisir manuellement la kératométrie et les excentricités. Sachez qu'on travaille d'arrache-pied pour que d'autres topographes soient compatibles avec le logiciel et ça viendra au fur et à mesure et nous vous tiendrons au courant au cas où vous auriez d'autres topographes que ceux cités. Au niveau du logiciel, donc vous allez avoir le calcul des paramètres que nous avons déjà vu. Donc là, nous avons un exemple avec une version historique, l'image fluo attendue. Et après, nous allons pouvoir, du coup, à partir de là, contrôler et optimiser. Alors, rappel également au niveau de la routine clinique. Encore une fois, pour ceux qui ont l'habitude d'adapter des lentilles et dont la routine serait un petit peu différente de celle que je vous présente, bien évidemment, vous gardez vos habitudes d'adaptation. Simplement, là, c'est une routine que nous préconisons. Déjà, c'est vrai que je n'ai pas parlé bien sûr de avant la première nuit où là on va être amené déjà à faire l'image fluo, à contrôler la lentille sur l'œil, à apprendre tout ce qui est manipulation au porteur, également toutes les règles d'hygiène. Mais après, pour ce qui est du contrôle des lentilles après être portées, on va déjà avoir notre premier contrôle après la première nuit, donc le matin. Le porteur vient sans ses lentilles sur les yeux, il les aura retirées à la maison. Après 8 à 10 nuits, cette fois-ci en fin de journée, parce qu'on considère qu'à 8-10 nuits, quelle que soit la valeur de la myopie, et je parle de myopie, pas d'hypermétropie, mais quelle que soit la valeur de la myopie, le traitement doit être optimal et maximal. Donc en fin de journée, pourquoi? Eh bien pour s'assurer justement que la correction est optimale. Je rappelle qu'en orthoca, chez le myope, comme la cornée, elle va rebouger légèrement dans la journée, il est important de générer une très légère hypermétropie le matin, de l'ordre de 0,50, de manière à avoir une vision parfaitement nette en fin de journée. Si par exemple, vous voyez votre porteur après 10 nuits de port, qu'à 11 heures, il a plus 0,25 de surréfraction, ça c'est parfait, c'est attendu. Par contre, s'il vous dit qu'il n'est pas bien en fin de journée, que la vision est un petit peu juste, malheureusement, avec la surréfraction de plus 0,25 à 11 heures le matin, on n'a pas la possibilité de prédire la valeur de la myopie en fin de journée. Donc, c'est vraiment important sauf le rendez-vous après la première nuit, mais que tous les autres rendez-vous soient faits le plus tard possible dans la journée, de manière à pouvoir prendre en charge une éventuelle
plainte visuelle et surtout modifier la valeur du M si cela est nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir soit un manque de correction ou également une correction trop importante. Si tout va bien à 8-10 nuits, on laisse porter un mois et on peut valider l'adaptation définitivement. Au niveau des contrôles, donc bien évidemment, à chaque rendez-vous, vous allez pouvoir évaluer l'acuité visuelle et la surréfraction. Alors, tout simplement, même la première nuit, pour s'assurer que déjà, pouvoir faire prendre conscience aux porteurs qu'il y a eu un effet, il faut savoir que globalement, le plus gros du remodelage se produit à la première nuit. La plupart des porteurs sont vraiment ravis à la première nuit, même si l'acuité visuelle n'est pas optimale, ils voient vraiment la différence entre avant et la première nuit. On contrôlera également la topographie encore une fois qui est indispensable, qui va nous permettre de vérifier le centrage, la régularité du traitement. Et autres éléments qui seront également à vérifier à chaque rendez-vous, la biomicroscopie pour s'assurer que la cornée est saine, que nous n'avons pas de piqueté et que les produits d'entretien, l'observance se passe bien. Au niveau de l'image fluo, j'en ai déjà un petit peu parlé et c'est vrai que j'en reparlerai tout à l'heure. Cette image fluo, l'idéal est clairement de la contrôler avant la première nuit, c'est-à-dire avant qu'on ait le moindre remodelage sur la cornée. Bien évidemment, vous allez me dire tout à l'heure, bah oui, si on a un doute concernant l'image fluo centrale, on l'a contrôlée avant la première nuit, on ne sait pas trop si elle est alignée ou à tendance un petit peu serrée ou à tendance un petit peu plate, vous pourrez bien sûr vérifier cette image fluo après, par exemple, la première nuit ou après 8 à 10 nuits. L'image fluo, elle est vraiment conseillée pour aider et améliorer au maximum l'optimisation, mais l'idéal est quand même au moins de la faire avant la première nuit, car si vous avez un décentrement du traitement après 10 nuits, il sera beaucoup plus difficile d'évaluer l'image fluo parce qu'elle se mettra sur, la lentille se positionnera sur le traitement qui est décentré. Et donc, si la lentille n'est pas centrée sur la cornée, il sera beaucoup plus difficile d'analyser le centre, mais aussi surtout la périphérie. Pour les enfants, nous recommandons un contrôle à 3 et 6 mois, juste pour être sûr, mais pour toutes les lentilles, il est vraiment impératif de renouveler les lentilles tous les ans. Alors, au niveau je me permets de t'interrompre à nouveau. J'ai une question d'un de nos adaptateurs. Oui. En fait, sa question est de savoir si, après la première nuit, on a uniquement 0,50 dioptrie de résorption au lieu de 2,75. Est-ce que c'est normal? Donc, je pense que la question est vraiment de savoir si on peut prédire la quantité de myopie corrigée au lendemain de la première nuit. Tout à fait. Alors, c'est une excellente question. Le remodelage ne va pas être identique en fonction de chaque personne. On doit avoir le plus gros du remodelage la première nuit. Généralement, on a entre la moitié et les 2/3 de la myopie qui vont déjà être résorbés grâce à la première nuit. Maintenant, vous pouvez très bien avoir un remodelage qui va prendre un petit peu de temps. Donc, si on a par exemple une myopie de -4, -5, vous pouvez être amené à avoir que -1, même si c'est assez rare parce que c'est vraiment l'un des intérêts du deuxième réservoir de larmes, c'est grâce au deuxième effet de succion, on va pouvoir avoir un aplatissement plus rapide. Mais bien sûr, ça dépend aussi de la malléabilité de la cornée et vous pouvez très bien avoir pour 2 porteurs myopes, par exemple de -5,50, il y en a un après la première nuit, il ne lui restera plus que une dioptrie et l'autre porteur, il lui restera 2 dioptries et demie. Donc, ce n'est malheureusement pas possible de prédire avec exactitude la valeur de la myopie résiduelle après la première nuit. On constatera bien évidemment normalement si la lentille est quand même plus ou moins bien adaptée un remodelage, mais on ne peut pas prédire avec certitude, avec précision en tout cas, la myopie qui persistera en tout cas après la première nuit. Et on a même déjà vu pour des myopies élevées, 5-6 dioptries, après la première nuit, d'avoir le matin un 10/10, parce qu'on a une cornée qui est très malléable. Maintenant, par contre, en fin de journée, c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, on va avoir des cornées qui vont plus ou moins bouger vite. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous préconisons de voir après seulement 8 à 10 nuits. Parce que vous allez avoir
des porteurs pour qui en 3 nuits le traitement sera réglé et pour d'autres porteurs où il faudra un petit peu plus de temps. Donc pour être sûr et ne pas se précipiter sur des éventuelles optimisations ou modifications de paramètres, eh bien on préconise vraiment un contrôle après au moins une bonne semaine de port. Est-ce que j'ai répondu à la question? Alors, moi, je pense que oui. J'attends d'avoir un retour de l'adaptateur. Entre-temps, j'ai une autre question à te poser. Oui. Donc oui, apparemment, tu as bien répondu à la question. Il n'y a pas de souci pour ça. Un adaptateur souhaiterait savoir ce que signifie une acuité visuelle inférieure à 10 dixièmes avec les lentilles portées sur les yeux. Alors, au niveau de l'acuité visuelle avec les lentilles, on doit normalement, si la lentille a été bien calculée et bien fabriquée, on doit avoir une acuité visuelle très proche de l'acuité visuelle obtenue lors de la réfraction. Si on a vraiment une différence d'acuité visuelle, donc une différence d'acuité visuelle, j'entends par là au moins une différence de 2 lignes d'acuité visuelle. C'est-à-dire que si à la réfraction, vous obtenez 10 dixièmes plus 2, qu'avec la lentille, vous avez 10 dixièmes moins 2, ce n'est pas une différence significative. Vous pouvez très bien faire tester la lentille si tous les autres paramètres ont été validés avec l'image chaude, par exemple. Par contre, si on avait 10-12 dixièmes à la réfraction et qu'on a un petit 8 dixièmes difficile, il faut faire une surréfraction sur la lentille et en fonction des résultats, si l'image fluo est optimale, on peut laisser la lentille, mais on peut très bien s'attendre après une semaine de port à avoir une sous-correction. Par contre, si on a vraiment une surréfraction importante sur la lentille et une image chaude qui n'est pas du tout optimale, ça veut dire qu'il y a eu très certainement un problème dans le calcul des lentilles. Ça peut venir, par exemple, des topographies qui ont été difficiles à prendre. Et donc, du coup, on a été amené à extrapoler les données que nous avons. Et dans ce cas, il est recommandé, alors déjà, selon ce qu'on va observer, pas forcément la laisser à première nuit, mais surtout eh bien, de refaire vraiment des mesures, des topographies pour optimiser au maximum le calcul et donc les paramètres des lentilles. Parce que faire une optimisation à partir des observations alors qu'on n'a même pas laissé la lentille la première nuit, parce qu'on avait des topographies limites au départ, ça ne se présente pas très bien. Donc, quand vraiment ça ne va pas du tout, qu'on a une mauvaise acuité visuelle avec les lentilles, qu'on a une fluo qui n'est pas du tout optimale, il vaut mieux reprendre l'adaptation du début avec la reprise de topographie. Merci, J'espère Diane. avoir répondu. D'autres questions? Eh bien, oui, j'en ai une autre, donc je vais te la poser. Alors, elle concerne le click and fit et les excentricités. Oui. C'est un de nos adaptateurs experts qui nous pose cette question. Selon lui, le click and fit, donc quand les excentricités sont trop différentes entre le méridien plat et le méridien serré, le click and fit refuse de faire le calcul. Pour le moment, ce que cet adaptateur fait, c'est qu'il remonte l'excentricité serrée pour permettre de réaliser le calcul. Très bien. Alors, est-ce que c'est bien raisonnable? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Alors, le principe de click and fit, donc, ça reste quand même une machine, hein, c'est un logiciel. Maintenant, il a quand même été configuré de manière à, entre guillemets, pallier aux éventuelles mesures un petit peu aléatoires. C'est-à-dire que pour la très, très, très grande majorité des cas, on ne doit pas avoir trop de différence au niveau justement des excentricités entre le méridien horizontal et le méridien vertical. On ne doit pas avoir des excentricités qui sont beaucoup trop élevées ou à l'inverse, vraiment des excentricités très faibles. Donc, à partir du moment où au niveau du logiciel, on a des données qui ne sont pas classiques, le logiciel va vous alerter en empêchant, entre guillemets, le calcul. Donc après, effectivement, le principe de Click and Fit, c'est aussi la possibilité d'ajuster les excentricités et de ne pas rester bêtement bloqué. Ok, on a importé une topographie, les excentricités ne sont pas a priori optimales, on ne peut pas faire le calcul et ça s'arrête là. Non, le logiciel va pouvoir vous laisser la possibilité de modifier ces excentricités. Après, pour ce qui est de l'ajustement, je rappelle qu'une excentricité tout à fait standard est aux alentours de 0,45, 0,55. Donc, si on a trop de différence au niveau des excentricités,
d'aplatir l'excentricité, enfin d'augmenter l'excentricité la plus serrée, ça peut être une idée si effectivement cette excentricité faible est vraiment très faible. Par exemple, si on a 0,25, 0,52, là c'est tout à fait cohérent et logique d'augmenter cette excentricité pour se rapprocher de la deuxième excentricité. Donc de 0,25 dans un méridien, 0,52 dans l'autre, on a tout intérêt à passer à 0,40, 0,52. Par contre, si nous avons par exemple une excentricité 0,55, 0,75, là, il sera beaucoup plus logique de diminuer l'excentricité la plus forte. Donc, il faut aussi avoir cette réflexion, mais en tout cas, c'est une bonne chose de pouvoir justement diminuer la différence entre les deux excentricités. Sur une cornée normalement classique, régulière, sans chirurgie, sans dégénérescence quelconque, on ne doit pas avoir plus de 0,15 de différence d'excentricité entre les deux méridiens. C'est-à-dire que si j'ai 0,40 d'excentricité dans un méridien, je dois avoir au maximum 0,55 dans l'autre. Ça, c'est une première chose. Et puis après, au niveau de la valeur à proprement parler des excentricités, on ne doit normalement pas être inférieur à 0,30 et on ne doit normalement pas être supérieur à 0,69. Donc, à retenir, les excentricités un petit peu, on va dire, extrêmes à prendre en compte, 0,30, 0,70, on doit être entre ces deux bornes, et pas de différence supérieure à 0,15 entre les deux méridiens. Après, si on a un doute, il vaut mieux reprendre des topographies, refaire des mesures avant le calcul. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on vous encourage à faire plusieurs topographies dès le départ, en faire plusieurs pareilles et ensuite derrière de choisir la meilleure. J'espère avoir répondu à la question. Écoute, je pense que oui. Donc, on va pouvoir continuer. Et puis, au pire des cas, on reviendra dessus à la fin si besoin. Très bien. Merci. Au niveau donc de l'optimisation, toujours avec Click and Feed, donc après avoir calculé les paramètres, on va pouvoir suivre et si besoin, optimiser les lentilles avec le logiciel. Donc au niveau de l'optimisation, on a deux possibilités d'optimisation à partir de la topographie. Avec la topographie, on va pouvoir évaluer le centrage, la qualité du traitement et la zone rouge. Et je vous montrerai tout à l'heure avec un cas concret. Et nous allons également avoir la possibilité d'optimiser à partir de l'image flow. Et on le verra également, on va avoir l'évaluation centrale et l'évaluation périphérique. Lorsqu'on contrôle une lentille, au-delà du contrôle topographique et image fluo, il va falloir vérifier un élément très très important dans le cas de l'adaptation de la DRL, c'est le diamètre de la lentille. Ce diamètre, il est très très important. Déjà, le diamètre optimal doit couvrir en moyenne 95% de la cornée. Alors attention, là typiquement vous avez un exemple avec une lentille dont le diamètre est vraiment optimal. On peut parfois avoir des cornées qui sont beaucoup plus ovales. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir plus de cornées visibles à l'horizontale et un recouvrement de la lentille à la verticale qui va être optimal. Pour contrôler le diamètre de la lentille, il est vraiment important de bien ouvrir grand, de bien dégager les paupières, parce que généralement, le problème, ce n'est pas l'horizontale, c'est à la verticale. Parce que le diamètre cornéen est plus petit à la verticale. Donc, quand on contrôle le diamètre de la lentille, il est vraiment important de bien regarder sur 360 degrés. Pourquoi le diamètre est si important? Eh bien, s'il n'est pas optimal, on ne va pas avoir un traitement optimal. Dans le cas de la lentille qui est trop grande, donc par exemple qui recouvre 360 degrés du limbe, donc là ce n'est pas possible, la lentille elle est trop grande. Le problème que nous aurons au niveau du remodelage, c'est que la lentille, eh bien, elle va, en prenant appui sur le limbe ou légèrement au-delà, elle va remonter. Donc on n'aura plus du tout la répartition optimale du film sous la lentille et donc cet équilibre entre les forces de pression et les forces de succion. Donc une lentille qui est beaucoup trop grande, ce qu'elle va engendrer, c'est surtout
une faible ou voire pas de remodelage. Donc, on peut avoir une lentille qui a été parfaitement calculée au niveau des paramètres centraux et périphériques, donc K et P. Mais si la lentille est très grande, on pourra constater qu'on aura très peu d'effets, voire pas d'effets. Donc, attention, une lentille qui recouvre 360 degrés du limbe, vous aurez une hypocorrection. Dans le cas de la lentille qui est trop petite, et bien là, ça sera plutôt un problème de centrage. Le traitement sera beaucoup plus facilement décentré. Alors, généralement, ça va être à l'horizontale, mais parfois ça peut être à la verticale. Donc, attention, une lentille trop petite, le risque, c'est d'avoir un traitement décentré. Et un traitement décentré, eh bien, ça va engendrer eh bien, des plaintes généralement de halo ou d'astigmatisme résiduel. Alors, justement, quand nous avons un décentrement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et qu'est-ce qu'on va pouvoir du coup observer? Alors, vous avez déjà le décentrement vertical. Dans le décentrement vertical, on va avoir deux types de décentrement. On va avoir le décentrement supérieur, qu'on appelle smiley face, ou le décentrement inférieur, donc frowny face, le petit bonhomme qui boude. Lorsque nous avons un décentrement vertical, l'origine, lorsque ça vient bien sûr de l'adaptation et qu'on a exclu le port des lentilles les yeux ouverts, eh bien, ça va venir soit du diamètre, donc généralement trop petit, soit ça va venir de la périphérie. Dans la très grande majorité des cas, lorsque nous avons, donc là sur la partie gauche de la diapositive, lorsque vous avez un décentrement supérieur, vous avez dans plus de 90% des cas une périphérie qui est trop plate. Donc périphérie trop plate, je rappelle que c'est le deuxième réservoir de larmes. Au lieu d'être parfaitement au milieu, eh bien, il va être plus proche des dégagements, il va baver vers l'extérieur. Donc, pour pouvoir améliorer ce centrage, il va falloir soit augmenter le diamètre, si bien sûr nous avons la possibilité de l'augmenter, donc c'est pour ça que c'est important de le vérifier, ce diamètre. Et si le diamètre est optimal, eh bien, on viendra serrer le paramètre P qui nous permettra d'obtenir un deuxième réservoir de larmes parfaitement au milieu de la périphérie. Donc, même si dans plus de 90% des cas, un traitement décentré supérieur, ça veut souvent dire une périphérie trop plate, il est quand même plus que conseillé de vérifier l'image chaude pour confirmer effectivement que c'est la périphérie qui est trop plate, et puis aussi surtout pour vérifier si ce décentrement n'est pas aussi dû au diamètre de la lentille qui pourrait être trop petit. Dans le cas contraire, donc dans le décentrement inférieur, généralement, c'est dû à une lentille dont la périphérie est trop serrée. Donc là, vous pouvez voir qu'au niveau du deuxième réservoir de larmes, eh bien, au lieu d'être, encore une fois, parfaitement au milieu, il est beaucoup plus proche du premier réservoir. On a vraiment ce deuxième réservoir qui s'approche du premier. Et donc, il est même là, dans ce cas, dans cet exemple, difficile de distinguer l'espace sombre qu'on doit obtenir. C'est-à-dire qu'on a bien notre espace sombre du côté extérieur, mais du côté intérieur, il est très peu visible. Donc là, on a vraiment une périphérie qui est trop serrée. Et le problème, eh bien, ça sera le décentrement inférieur. Encore une fois, attention, ce décentrement peut également être dû à une lentille trop petite. Donc, on vérifiera bien l'image fluo de la périphérie et également le diamètre de la lentille. Et s'il est nécessaire, justement, si on se retrouve dans cette configuration, il sera aussi important de bien arrêter le port quelques nuits avant de remettre une nouvelle lentille. Je vais t'interrompre une petite seconde. Oui. J'ai une nouvelle question. On nous demande si le ledge lift est important à analyser dans le cadre de la périphérie. Non, du tout. Alors là, vous pouvez voir effectivement, je reviens sur cette diapositive, avec la périphérie plate, vous pouvez voir que le edge lift, là, il est très important comparé à l'image fluo de la périphérie trop serrée, où là, il est beaucoup plus fin. Souvent, c'est lié, mais on ne va pas du tout prêter attention à cette edge lift. C'est vraiment la seule chose en fait qui importe lorsqu'on analyse la périphérie, c'est simplement la position
du deuxième réservoir de larmes. Aussi, attention, on a déjà eu quelques retours, donc là, c'est par rapport à l'expérience que nous en avons. On nous a dit pas de deuxième réservoir de larmes, donc la périphérie est trop serrée. Non, très souvent, quand ce n'est pas visible, c'est juste qu'il faut être un petit peu patient. Il faut laisser le temps à la fluo de se répartir sur la lentille, même lorsqu'on est en présence d'une lentille qui est beaucoup trop serrée en périphérie. Le deuxième réservoir de larmes doit être visible, même s'il est beaucoup plus proche du premier réservoir. Donc, le deuxième réservoir invisible ne veut rien dire parce qu'on peut aussi très bien être sur une lentille qui est bien alignée ou même trop plate avec ce fameux deuxième réservoir invisible. Donc, attention, il faut être un petit peu patient au niveau de l'image fluo, faire cligner le porteur pour laisser la fluo vraiment passer sous la lentille. Il faut visualiser ce deuxième réservoir, qu'il soit optimal ou trop plat ou trop serré. J'espère avoir répondu à la question. Je pense que oui, je te laisse continuer. Je poursuis. Donc, après le décentrement donc, vertical, donc supérieur ou inférieur, nous pouvons également avoir le décentrement latéral. Alors, aucune importance qu'il soit en nasal ou en temporel. Donc là aussi, décentrement veut très certainement dire problème de diamètre, trop petit, peut également venir de la périphérie et peut-être même aussi du choix du design. Alors, c'est vrai que c'est le logiciel qui va suggérer la version sphérique ou la version torique, sauf que parfois, on peut être vraiment à la limite de la lentille torique et finalement quand même tester une version sphérique. Eh bien, comment on va pouvoir savoir s'il est nécessaire de faire une version torique? Ça va être par rapport à l'analyse de la fluo. Alors, parfois, on va surtout revérifier le calcul parce qu'on peut avoir entre deux topographies, on peut avoir une kératométrie et des excentricités un petit peu différentes et il suffit qu'on ait pris juste la topographie avec la plus petite toricité centrale et périphérique et on est à la limite et on reste sur une sphérique. On peut vérifier avec une autre topographie qu'il est vraiment nécessaire de vérifier, enfin de faire une lentille torique. En tout cas, sachez que ça nous est déjà arrivé avec un décentrement latéral de reprendre les mesures initiales et même parfois de forcer légèrement la version torique parce que le design torique a très souvent permis d'améliorer justement, de résoudre ce problème de décentrement latéral. Donc, il ne faut pas hésiter à faire une lentille torique quand, bien sûr, les paramètres le permettent. Au niveau de l'image fluo, justement, ça peut être très intéressant de vérifier parce que lorsqu'on a une lentille sphérique sur une cornée torique ou alors une lentille torique sur une cornée torique mais dont l'ajustement n'est pas optimal, on peut se retrouver dans cette configuration. Alors, je vais vous expliquer rapidement cette image fluo. Je vous expliquais qu'au niveau de la périphérie, il fallait vérifier les deux espaces de part et d'autre du deuxième réservoir de larmes. Alors, ça, il faut le vérifier sur 360 degrés. Alors, pour faire plus simple, c'est le vérifier dans les deux méridiens principaux donc de votre corps. Là, dans cet exemple, on peut voir qu'à l'horizontale, à très peu de choses près, à l'horizontale, eh bien, on a bien notre deuxième réservoir de larmes qui est au milieu de notre périphérie. C'est-à-dire que les deux espaces de part et d'autre sont bien équivalents. Par contre, dans le méridien inverse, dans le contraxe, eh bien, on peut voir que justement, là, on n'est plus du tout sur les deux espaces de part et d'autre du deuxième réservoir qui sont équivalents. Et on peut voir que notre fameux deuxième réservoir de larmes, eh bien, il a tendance à baver vers l'extérieur. Et donc, s'il bave vers l'extérieur, ça veut dire que dans ce méridien vertical, notre périphérie, elle est trop plate. Et si on a une périphérie qui n'est pas optimale sur 360 degrés, le risque, c'est d'avoir un décentrement. Donc, si par exemple, on se retrouve avec une topographie décentrée, ce type d'image fluo et qu'on est sur un design sphérique, l'optimisation sera de passer sur un design torique. Si nous avons un décentrement avec ce type d'image fluo et une lentille qui est déjà torique, eh bien, nous allons modifier la toricité des paramètres P, donc P', on va modifier la différence entre
P et P'. Généralement, on augmente la toricité dans la plupart des cas, justement pour stabiliser la lentille, améliorer le centrage et au niveau de l'analyse fluo, obtenir eh bien, ce fameux deuxième réservoir de larmes qui sera au milieu de la périphérie. Par contre, il est quand même aussi important de bien faire attention aux paupières, parce que parfois, lorsqu'on vérifie l'image fluo, selon la configuration de l'arcade, selon la sensibilité, il y a des porteurs qui ont un petit peu de mal qu'on leur touche les yeux ou qui ont un tonus palpébral très fort, et donc on a du mal à dégager les paupières suffisamment. Ça, il faut faire attention parce que la pression de paupières peut clairement biaiser l'analyse de la fluo. C'est-à-dire que si on laisse la paupière sur la lentille, on peut avoir un excès de fluo et donc penser que notre périphérie n'est pas optimale. Donc, c'est vraiment aussi important de mettre en lien l'analyse de la fluo avec la topographie. Ça veut dire que si vous avez un traitement qui est parfaitement centré, qui est parfaitement régulier, mais que vous avez l'impression qu'au niveau de votre image fluo, vous avez quelque chose qui ressemble à ça, il n'est absolument pas du tout nécessaire de modifier la toricité de la lentille. Si le traitement sur la topographie est optimal, même si l'analyse fluo ne l'est pas, on va laisser telle qu'elle. Donc ça, c'est vraiment important aussi à avoir en tête parce que parfois, ce n'est pas forcément évident d'avoir des images fluo vraiment optimales et surtout de bien dégager les paupières à la verticale. Je vous laisse quelques secondes au cas où, vous auriez des questions par rapport à la gestion et aux explications sur les décentrements, donc à la verticale ou à l'horizontale, avant de passer à l'analyse de la zone de traitement. A priori, pas de questions. Je poursuis. Pas pour le moment. Très bien. Donc, en plus du centrage du traitement, nous allons aussi évaluer la qualité de la zone de traitement. Donc, je rappelle que le centrage du traitement est souvent lié au diamètre et à la périphérie de la lentille, donc au paramètre P, alors que la régularité, l'aspect de la zone de traitement, donc à l'intérieur de l'anneau rouge, eh bien, va dépendre de l'alignement du paramètre K. Alors, première chose, eh bien, je rappelle quand même l'adaptation optimale. Donc, lorsqu'on a une zone de traitement qui est vraiment parfaitement adaptée, on doit avoir une zone qui doit être suffisamment large et uniforme. Attention, la taille de cette zone dépend bien évidemment de la valeur de la myopie. Les deux cas suivants que je vais vous présenter, eh bien, nous allons avoir le cas de la lentille trop serrée et le cas de la lentille trop plate. Et justement, ça va me permettre de rebondir un petit peu par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure et à vos interrogations quant à l'analyse de l'image fluo, au cas où vous ne seriez pas sûr. Donc, premier cas d'inadaptation, enfin de cas qui n'est pas optimal, eh bien, c'est le cas de la zone de traitement qui est étroite ou la présence d'un îlot bleu. Dans ces deux cas, donc le premier, vous avez vraiment la zone qui est un petit peu petite, et le deuxième cas, vous avez vraiment un îlot bleu qui est bien marqué. Et bien dans ces deux cas, la lentille, elle est trop serrée au centre. Alors, on a une différence quand même hein, sur la première topographie. On a certes une petite, je récupère la souris. Sur la première, vous avez une petite zone optique. Comparée à la première, elle est un petit peu plus petite. Par contre, sur le deuxième cas, vraiment, la zone optique est très, très petite et on a cet îlot bleu. Donc, dans le deuxième cas, on a une lentille qui est encore plus serrée. Donc, si vous avez un doute sur l'image fluo, vous laissez porter les lentilles. Si vous vous retrouvez avec une zone de traitement optimale, ça veut dire qu'a priori, la lentille, elle est bien adaptée. Par contre, si on se trouve avec une zone de traitement qui n'est pas optimale, eh bien, l'analyse de la topographie va pouvoir nous aider à justement analyser cette image floue. Le problème d'une lentille, enfin d'une zone de traitement qui n'est pas optimale, en soi, quand elle est un petit peu serrée, ça ne présente pas de risque sur la cornée, parce qu'on n'a pas de contact de la lentille sur la cornée. Par contre, on aura clairement des plaintes de la part du porteur, donc des plaintes visuelles. On aura soit des halos qui ne disparaîtront pas. On aura une sous-correction. On pourra même avoir une vision fluctuante, c'est-à-dire parfois la vision est plutôt optimale et parfois elle ne l'est pas. Donc là, nous sommes dans le cas de la lentille trop serrée, mais c'est exactement la même chose dans le cas de la lentille qui est trop plate.
Lorsque vous avez une zone de traitement qui est irrégulière, et là, pour le coup, on n'est pas dans le cas d'une zone bleue plus petite, mais on va avoir plutôt une zone à tendance un peu plus verte ou à l'inverse, un îlot rouge, donc là, qui signifie qu'on a une zone de contact. Là, on sera dans le cas d'une lentille qui sera au centre trop plate. Donc là, le premier cas où la zone de traitement est irrégulière, mais pas de contact de la lentille sur la cornée. Donc là, ça ne présente pas de risque pour la cornée, mais comme la zone de traitement n'est pas régulière, la qualité de la vision ne sera pas optimale. On risque d'avoir des halos et une vision fluctuante. Par contre, dans le deuxième cas, lorsque nous avons la présence d'un central island, d'un îlot rouge, là, ça veut dire qu'on a une lentille qui est vraiment trop plate et qui touche la cornée. Et dans la plupart des cas, lorsque vous avez un îlot rouge, ça veut dire que vous avez aussi des piquetés sur la cornée. Donc, c'est vraiment important de vérifier et la topographie et l'image flow et bien évidemment aussi la biomicroscopie pour s'assurer que la cornée, elle reste saine. Donc, que vous soyez en présence d'une lentille un petit peu trop serrée qui va conduire à une zone optique plus petite ou une lentille trop plate qui va conduire à une zone de traitement irrégulière, voire même si elle est vraiment trop plate, à dépiqueter. Dans tous les cas, une zone de traitement irrégulière conduira à des plaintes optiques telles que des halos, une sous-correction ou une vision fluctuante. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette diapositive? J'ai plein de questions pour toi. Alors, la première, je m'en doutais. Alors, la première concerne une topographie qui présente un décentrement. Si l'acuité est bonne, mais que la fluo n'est pas terrible, est-ce que malgré ce décentrement, on peut laisser comme ça? Ou est-ce qu'on considère que la mauvaise fluo peut également être liée à l'interaction des paupières? C'est un peu deux questions différentes. Oui. Alors, le décentrement, c'est vrai que je n'ai pas forcément plus donné toutes les informations, parce que le décentrement peut bien sûr venir de l'adaptation, mais elle peut aussi venir de la physiologie de la cornée. Je m'explique. On peut avoir déjà un apex cornéen qui est décentré. Donc ça, malheureusement, avec la meilleure volonté du monde, avec les meilleures optimisations possibles, on aura un traitement qui sera toujours décentré. Et on peut également avoir vraiment une grosse différence d'excentricité dans un même méridien. Typiquement, si on prend le décentrement vertical en inférieur, on peut avoir une cornée qui est en supérieur très plate et en inférieur beaucoup moins plate, et donc on aura forcément un décentrement qu'on ne pourra pas améliorer. Donc ça, ce sont les limites physiologiques de la cornée, on ne pourra pas l'améliorer. Si nous avons un décentrement, mais que nous avons une bonne acuité visuelle, une satisfaction du porteur et une cornée saine, eh bien, j'ai envie de dire, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, on peut laisser comme ça. Vous pouvez très bien avoir un décentrement du traitement, mais si on a une petite pupille et que du coup, malgré le décentrement, notre pupille n'est pas à cheval entre la zone optique et l'anneau rouge, parce que je rappelle que l'anneau rouge, c'est quand même, on a une grosse puissance positive, hein, vu que c'est la cornée qui est beaucoup plus cambrée, due à l'effet de succion du premier réservoir de larmes. Lorsque la pupille est sur cette zone rouge, généralement, ça crée des halos. Ça va générer des aberrations. Donc, tant que la pupille n'est pas sur cette zone rouge, même si le traitement est décentré, il y a de fortes chances que le porteur, d'une part, ne se plaigne pas. Et puis après, il y a aussi les aberrations naturelles de l'œil, pareil, hein, qui vont être différentes en fonction de chaque personne. Et vous pouvez très bien avoir quelqu'un avec un traitement décentré qui aura une vision très confortable, parfaitement nette, sans aucune plainte, alors qu'avec un meilleur centrage, mais quand même un tout petit décentrement sur quelqu'un d'autre, ne le supportera pas à cause des aberrations générées. Donc, même si vous avez un décentrement, si vous respectez le critère de la bonne acuité visuelle, une surréfraction très faible et une cornée parfaitement saine, on peut laisser comme ça. On a déjà validé avec certains de vos confrères ce type d'adaptation et en l'occurrence, le porteur est reparti plus heureux que jamais. Donc, on peut. Par contre, effectivement, si vous avez un décentrement, qu'il y ait une image fluo
qui n'est pas optimale, donc qui clairement pourrait expliquer ce décentrement, et qu'en plus, on a une plainte visuelle du porteur, oui, il faut optimiser. Merci pour ta réponse. J'ai une autre question qui concerne l'îlot bleu cette fois. Donc, ça peut même être un peu étendu à toutes les cornées. Parfois, la zone remodelée est en nœud papillon ou en sablier. Que doit-on faire dans ce cas-là? Si on est en papillon ou en sablier, alors sablier, ça veut dire qu'on est sur un traitement qui est régulier pour moi, alors que papillon, c'est irrégulier. Sablier, ça veut très certainement dire, au niveau de la topographie différentielle, qu'on a une correction de l'astigmatisme. Donc, généralement, quand on se retrouve avec un aspect sablier, donc régulier, et ça vraiment, j'insiste sur l'aspect régulier, c'est qu'on est très certainement sur un design torique. Et après, il faut le mettre en lien avec l'acuité visuelle, la surréfraction, mais on peut très bien avoir ce type de topographie avec une adaptation parfaitement optimale. Par contre, l'aspect peut-être plus papillon, pour moi, je le comprends plus dans le sens un peu plus irrégulier. Donc, si c'est irrégulier, ça veut très certainement dire que notre fluo central n'est pas optimal. Donc, il faudra vérifier la fluo centrale et s'assurer que la fluo, elle est plus ou moins bonne. Et généralement, avec l'effet un peu plus papillon, c'est qu'on a une lentille qui est tendance plate. Donc, on le vérifie avec l'image fluo et on ajuste, on resserre légèrement le cas pour obtenir une zone de traitement régulière. Parce que là, effectivement, les zones, les exemples de topographie que je vous décris, que je vous montre, malheureusement, ce serait trop beau si on n'avait que ces 5 options-là, c'est-à-dire la topographie optimale et lentille un petit peu plus serrée ou un petit peu plate ou beaucoup plus plate. Non, selon, avec ces mêmes images fluo, avec un petit peu trop serré ou un petit peu trop plat, on peut avoir des résultats qui peuvent être différents. Donc, chaque cas est différent. Maintenant, généralement, c'est quand même ce type de topographie que vous obtenez. Et après, lorsque vous avez, on va dire, une difficulté à analyser la topographie, il faut vraiment essayer de se référer à l'image fluo. Autre chose, là, vous pouvez constater que les analyses de la zone de traitement sont avec des lentilles parfaitement centrées, enfin des traitements qui sont parfaitement centrés. Quand le traitement est décentré, déjà, il est plus difficile d'analyser la zone centrale parce que par définition, on aura, même avec une lentille au centre qui est alignée, le traitement décentré engendrera une zone de traitement irrégulière. Donc, attention, si vous avez un traitement décentré et un aspect central en effet, avec un effet un peu papillon sablier, ce qui est vraiment important de faire, c'est d'analyser l'image fluo pour pouvoir optimiser, vérifier que est-ce que c'est la périphérie qui est en cause ou le diamètre, et par la même occasion, vérifier l'image fluo centrale pour pouvoir optimiser en même temps. C'est pour ça que c'est vraiment très important et que je vous le conseille au maximum d'utiliser la topographie et l'image fluo. J'espère avoir répondu par rapport à la question sablier papillon. Sinon, n'hésitez pas à préciser votre pensée ou à rebondir sur ce que je vous ai dit. Eh ben, je te ferai part d'une éventuelle réponse. Donc là, j'ai 2 questions que je vais te poser en une seule, comme ça nous fera gagner un petit peu de temps. Donc en fait, on nous demande s'il y a une corrélation entre le diamètre de la zone de traitement et de la myopie initiale à corriger. Donc la réponse est oui. Plus la myopie est importante, plus la zone de traitement est petite. Tout à fait. Mais par contre, quand on est dans le cadre d'une évolution de la myopie, là du coup, on a déjà une zone de traitement qui est petite. Oui. Est-ce qu'on va encore venir diminuer la taille de la zone de traitement et est-ce qu'on le fait quelle que soit la valeur de la myopie à corriger en fait? Alors, le principe, déjà pour vérifier la taille de la zone de traitement, il sera important de se mettre sur la topographie et de mesurer. Alors, ce n'est pas la topographie idéale. Attendez, je reviens un petit peu en arrière, je suis désolée, mais je voudrais une topographie qui va me permettre de vous montrer, voilà, beaucoup plus simplement.
Donc là, on revient juste sur la première diapo avec l'anneau rouge qui est grand et qu'on voit bien. Donc, on va pouvoir en fait vérifier la taille de la zone de traitement en mesurant donc, dans le méridien horizontal, mi-anneau à mi-anneau. Donc, cette distance, donc mi-anneau temporal, mi-anneau nasal, parce qu'on est dans le cadre de l'œil droit, c'est vraiment cette taille-là qu'on va venir, enfin c'est cette zone-là qu'on va venir mesurer et évaluer. Bien évidemment, dans le cadre du contrôle de la myopie, on l'a vu hier, nous sommes sur une zone de traitement qui est réduite. On va être sur du 5 mm, alors que par exemple pour une myopie de moins 5, moins 5,50, on va être sans contrôle de la myopie sur du 6 mm. Donc déjà, bien évidemment, il faut tenir compte de la présence ou l'absence du contrôle de la myopie sur la lentille et donc par conséquent sur la topographie. Donc on mesurera cette distance et en fonction de la valeur mi-anneau, si la taille attendue est de l'ordre de 6 mm et que vous vous retrouvez avec une taille plus proche de 4,5 mm, ça veut très certainement dire que là, la lentille, elle est trop serrée parce qu'on a une zone optique qui est trop petite. Mais bien évidemment, cette taille, elle dépend de la valeur de la myopie. Quand la myopie est petite et faible, donc jusqu'à 3 dioptries, on aura une zone de traitement qui sera très grande. Par contre, passer les 4,5, 5 dioptries, bien évidemment, la zone optique, elle va être plus petite. Et sur les myopies de 7 dioptries, on est aux alentours de, si je ne dis pas de bêtises, de 5,80 mm. Donc, c'est aussi pour ça que pour les adultes, c'est primordial de vérifier le diamètre pupillaire pour justement éviter que cette pupille soit sur l'anneau rouge et donc que ça génère trop d'aberrations. Donc, on va venir vérifier la taille de cette zone de traitement sur la topographie pour être plus précis. Maintenant, lorsqu'on a vraiment une lentille qui est trop serrée, vous n'avez généralement pas besoin de venir contrôler, enfin mesurer cette zone-là. Vous voyez très vite que vous avez une zone là, on voit qu'on a quelque chose quand même de très régulier. Quand on a une lentille qui est trop petite, on a le bleu qui est vraiment beaucoup plus concentré. On va vraiment avoir un dégradé de couleur. On va avoir du bleu au centre et puis ensuite dégradé de bleu puis de vert. Ça, c'est vraiment quand la lentille elle est trop serrée. Alors que quand elle est plutôt optimale, on va avoir un dégradé de couleur qui va être beaucoup plus, on va dire, beaucoup moins marqué. On va avoir des couleurs, en tout cas, beaucoup plus uniformes. Moins de différence de couleur entre le centre et la périphérie de la zone de traitement. J'espère avoir répondu à la question. Alors, je pense que oui, il y a juste un petit complément de question. La valeur de la zone de traitement, de la taille de la zone de traitement est notée sur le click and fit. Donc, vous avez la valeur en myopie, en millimètres, pardon, notée sur votre click and fit quand vous faites votre calcul. J'ai de nouvelles questions qui sont arrivées, donc on va les traiter avant d'avancer un petit peu. Oui. On est capable de réduire la taille de la zone optique pour le contrôle de la myopie. Est-ce qu'on peut l'augmenter un petit peu pour éviter les halos? Alors, malheureusement, pas vraiment. Sinon, effectivement, ça serait beaucoup plus simple et on ne prendrait pas le temps de vérifier justement le diamètre pupillaire des adultes. Le problème, c'est que si nous augmentons en fait la zone de traitement, on risque d'avoir un déséquilibre entre les forces de pression et de succion. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, entre guillemets, nous sommes contraints de respecter une certaine taille de zone de traitement et que on ne peut pas l'agrandir, enfin la voir à l'infini. Généralement, pour les petites myopies, on va être aux alentours de 6,50, 6,70. Pour les myopies beaucoup plus élevées, on va être aux alentours de 6 mm. On a déjà, pour tout vous dire, essayé d'augmenter des zones de traitement. Honnêtement, on l'a fait, ça n'a eu absolument aucun effet positif sur la perception de halo et dans certains cas, ça a même entraîné une perte d'efficacité parce que justement, nous n'avions plus les assises nécessaires pour pouvoir avoir ces différences de force de pression et donc
un aplatissement optimal. Donc, l'augmentation de la zone de traitement, malheureusement, n'est pas possible et n'est pas une solution pour améliorer la perception de halo. C'est bon, Très bien, Clément? merci. Je te laisse continuer. Très bien, merci. Alors, sachez que tout ce que je viens de vous montrer, c'est disponible sur un document donc, qui vous permet justement d'avoir sous la main toutes les petites astuces qui vous permettraient justement de contrôler et d'optimiser simplement. Donc, en plus du logiciel que je vais vous montrer avec un cas, mais vous avez un document du coup qui vraiment répertorie tous les cas justement de problèmes d'adaptation ou éventuellement de plainte. En plus de justement des différents cas que vous pourriez rencontrer, sur ce document, vous avez également toutes les astuces qui vous permettent de prendre en charge de la meilleure façon possible, justement les plaintes telles que de halo, d'acuité visuelle ou d'inconfort. Et ce document, justement, il vous permet de balayer toutes les options possibles. Comme je vous disais tout à l'heure, le décentrement, par exemple, d'une lentille peut très bien venir du diamètre qui n'est pas optimal, d'une périphérie qui n'est pas alignée, mais comme je vous ai dit aussi, il peut venir de lentilles porter les yeux ouverts. Donc, c'est une chose qu'il faut aussi vérifier, mais parfois, on n'y pense pas forcément, donc c'est vraiment important de pouvoir avoir ce type de document de manière à vérifier tous les points, parce que vous pouvez très bien avoir un traitement qui n'est pas optimal, une image flow qui l'est pourtant, donc là vous vous dites je ne comprends pas, ma lentille semble parfaitement alignée au centre et en périphérie, pourquoi ce n'est pas optimal au niveau du traitement, et en creusant un petit peu, on s'aperçoit que le porteur, au final, au lieu de les poser 5 minutes avant d'aller se coucher, il les pose 2 heures avant et qu'il regarde par exemple la télé et qu'il cligne beaucoup avec ses lentilles, ça peut expliquer le décentrement. Les halos, on a dit qu'effectivement ça pouvait venir d'un diamètre de pupille trop grand, mais ça peut aussi tout simplement venir d'une mauvaise observance. Une lentille qui n'est pas suffisamment bien nettoyée peut entraîner du coup un traitement qui devient parfois irrégulier, donc fluctuant, et générer des halos. Donc, on va revoir aussi l'entretien. Puis, encore une fois, les halos, malheureusement, ils sont forcément présents chez tout le monde au départ, les premiers jours. Et puis, dans certains cas, heureusement, ce n'est pas majoritaire, mais ça peut persister jusqu'à 3 mois. Donc, tout ce protocole, tout ce document vous permet vraiment d'avoir toutes les clés en main pour prendre en charge votre porteur et ses éventuelles plaintes. Alors, est-ce que vous avez des questions? Sinon, on va passer à l'étude de cas, donc avec l'optimisation de la DRL et avec Click and Fit. On va continuer parce que c'est vrai qu'on a pris pas mal de temps. Donc, on verra pour les questions après si tu veux. On va poursuivre. Très bien. Alors, voici un cas. Donc, Monsieur H, 35 ans. Ici, sur cette diapositive, vous avez le calcul de sa lentille. Donc, on a pris un cas avec une myopie pas trop élevée. Par contre, on a pris un astigmatisme assez important. Donc, on a une myopie de moins 3,75 avec un astigmatisme de radioprie à l'horizontale, à 180. Vous avez la topographie et vous avez toutes les données. Donc, la kératométrie avec les excentricités, le diamètre cornéen, et vous avez les paramètres donc calculés grâce au logiciel d'adaptation, donc Click and Fit. Après 2 semaines, voici le retour que nous avons de ce monsieur. Donc, je rappelle les paramètres qui sont portés. On a une surréfraction qui est finalement pas si importante que ça. Plan moins 0,50 à 130, ce n'est pas énorme. Par contre, l'acuité visuelle n'est clairement pas optimale du tout. 6 dixièmes, alors qu'à la base, il avait entre 10 et 12 dixièmes, ce n'est pas du tout optimal. Et surtout, on a beaucoup de mal à l'optimiser, à l'augmenter. Ce monsieur H se plaint surtout d'avoir beaucoup de halo. Donc, à partir de là, eh bien, nous allons venir optimiser son adaptation avec Click and Fit. Alors, au niveau de l'optimisation, lorsque vous avez créé un dossier,
Le principe de Click and Fit, c'est que vous avez toutes les informations. D'une part, vous allez retrouver la lentille portée. Ça permet quand même toujours d'avoir de visible les paramètres actuels. Vous aurez également la possibilité de renseigner la réfraction complémentaire quand celle-ci est présente. Et nous allons commencer par l'analyse topographique. Donc, pour procéder à l'analyse topographique, vous avez simplement besoin de cliquer sur ce petit bouton « Analyse topographique ». Et là, vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir et nous allons avoir les différents points qu'il va falloir contrôler et analyser. Donc, la première chose, ça va être, le premier point, c'est le diamètre. Le deuxième sera le centrage du traitement. Le troisième, la qualité de la zone de traitement. Et on terminera avec l'anneau. Donc, première chose, donc là, le diamètre, nous avons l'image fluo avec la lentille. Donc là, on peut voir que globalement, la lentille, elle couvre plus de 95% de la cornée. Donc là, on est sur un diamètre qui est optimal. Donc, on va pouvoir cocher correct. S'il était nécessaire de le diminuer ou de l'augmenter, il faut simplement cocher l'un ou l'autre et vous aurez ensuite la possibilité de choisir de 1, 2 ou 3 pas. Je t'interromps 2 petites secondes, Diane. Oui. Est-ce que tu peux relancer ton diapo parce qu'a priori, certains adaptateurs ne voient plus ton écran. Ah mince, très bien. De mon côté, c'est bon, mais juste pour valider. Bien sûr. Alors, hop, je vais changer. Excusez-moi, je relance. Je pense que c'est juste une petite mise à jour à faire. Bien sûr. Rien de bien grave. Alors là, nous sommes sur la diapositive avec le cas de Monsieur H, contrôle à 2 semaines, et avec justement la présentation de Click and Fit avec l'optimisation et la fenêtre analyse topographie qui est ouverte. Est-ce que vous pourriez simplement tous confirmer que c'est bon? En tout cas, ceux qui ne voient pas ces diapositives, n'hésitez pas à le signaler. Et Clément, je te laisse juste me confirmer que c'est bon pour tout le monde. Écoute, je n'ai pas encore de réponse. Oui, non, c'est bon. Tu peux continuer. C'est un problème de connexion, a priori. Ok, très bien. Alors, du coup, sur cette diapositive, donc, on a commencé par l'analyse du diamètre. On a coché correct au vu de l'image fluo que nous avons. Au niveau de l'analyse des autres points, donc là, sur cette diapositive, je n'ai pas fait une diapositive par point, j'ai tout regroupé, mais au fur et à mesure que l'on valide un point, on passe automatiquement à l'autre. Donc, deuxième point, c'est le centrage du traitement. Donc, lorsqu'on regarde la topographie différentielle, même si la qualité n'est pas optimale au niveau de la zone de traitement, en tout cas, le centrage est bon. Donc, on va pouvoir répondre à la question « Le centrage du traitement est-il acceptable ?» sans aucun problème, répondre « Oui ». En passant au troisième point, qualité de la zone de traitement. Alors là, vous serez d'accord, je l'espère, avec moi, pour dire que là, la zone de traitement, elle est toute petite et que nous sommes en présence d'un îlot bleu. Donc, on va simplement, dans Click and Fit, cocher îlot central bleu, valider et passer au point suivant qui est l'analyse de l'anneau rouge. Donc là, quand on regarde sur la topographie différentielle l'anneau, il n'est pas complet. Donc, on va pouvoir sélectionner anneau rouge incomplet. Après avoir donc sélectionné cet anneau, eh bien, le principe de Click and Fit, c'est qu'on va arriver sur la fenêtre de conclusion qui va simplement résumer tout ce que nous avons sélectionné. Donc, on a considéré que le diamètre était bon, que le centrage du traitement était également optimal. Par contre, on avait une zone de traitement qui était trop petite et nous avions un anneau rouge incomplet. Donc, on enregistre, on clique sur enregistrer et le logiciel va automatiquement générer les nouveaux paramètres, bien sûr, si cela est nécessaire. Parce que si vous avez un doute, vous pouvez bien évidemment remplir l'analyse topographique. Si vous remplissez que tout est OK, le logiciel ne suggérera pas de nouveaux paramètres. Il va vous suggérer de nouveaux paramètres uniquement si cela est nécessaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater au niveau de la différence de paramètres entre la lentille portée et les nouveaux paramètres générés? On a pu voir que, je reviens juste sur cette diapositive, que la zone de traitement, on avait sélectionné toute petite et avec un îlot bleu.
Donc, si on a un îlot bleu, eh bien, ça veut dire que notre lentille, elle est trop serrée au centre. Donc, le logiciel eh bien, va suggérer d'aplatir le paramètre K, enfin les paramètres K, K', et comme nous modifions le K, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au départ, nous avons également une modification du M. Nous avons aplati K' de 10 centièmes à partir de l'analyse topographique. Et par conséquent, comme on aplatit, on va rajouter du convexe ou on retire du concave et nous allons donc passer d'un M de 3,75 à un M de 3,25. Tous les autres paramètres, que ce soit le diamètre, le cylindre ou la périphérie, restent inchangés. On a contrôlé, alors je vous passe tous les contrôles intermédiaires avec cette deuxième lentille, mais après un mois, avec la nouvelle lentille, la surréfraction, on avait une acuité visuelle de 12 dixièmes moins 2 sans la surréfraction, 12 dixièmes avec le plus 0,25, moins 0,25 à 30 degrés. L'acuité était optimale, le porteur était très confortable et physiquement avec la lentille et surtout visuellement et n'avait plus du tout cette perception de halo. L'adaptation a été donc validée pour cet œil droit. Et qu'est-ce que l'on constate quand on regarde la topographie, la nouvelle topographie différentielle avec la nouvelle lentille après un mois de port? Eh bien, on peut voir que notre zone de traitement, alors le traitement est toujours centré parce que de toute façon, initialement, il était bien centré. Nous n'avons pas modifié le diamètre, nous n'avons pas modifié la périphérie. Nous avons simplement modifié le centre et on peut voir que la zone centrale, eh bien, elle est déjà beaucoup plus large, elle est régulière et nous avons un anneau qui est vraiment quasi complet. Donc, l'aplatissement de K' a permis d'obtenir un traitement plus régulier et donc une meilleure acuité et la disparition des halos. Pour l'œil gauche, on a donc une myopie un petit peu plus élevée, un astigmatisme un petit peu moins important, mais quand même avec une certaine toricité de la cornéenne. Donc, on est parti également sur un design torique pour l'œil gauche. Et voilà le résultat à 2 semaines. Donc, on peut constater déjà qu'au niveau des plaintes, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a une acuité visuelle qui n'est pas terrible, on a une surréfraction un peu plus élevée, mais malheureusement, qui ne nous permet pas d'obtenir une bonne acuité visuelle. On plafonne également à 6 dixièmes, c'est non améliorable. Et puis alors, la vision des halos, ce n'est pas du tout optimal. Au niveau de la topographie, au final, le raisonnement est exactement le même. Si on regarde, le traitement est plutôt très, très légèrement décentré, mais reste quand même centré par rapport à la pupille. Et la zone de traitement est toute petite. Donc, on a suivi exactement la même chose et le logiciel a suggéré les mêmes modifications, c'est-à-dire un aplatissement des paramètres K'. Et par conséquent, je vois, excusez-moi, il y a une petite erreur de frappe. Ce n'est pas 4,55, c'est 4,50. Une modification également du M. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je voulais vous montrer l'analyse avec la fluo. Donc, avec l'œil droit, on a fait l'analyse topographique, mais vous avez aussi, bien sûr, la possibilité de faire l'optimisation, l'analyse avec l'image fluo. Alors, comment ça se présente? C'est exactement la même chose. Hein. Vous remplissez la réfraction, vous complétez la réfraction complémentaire si celle-ci est présente. Et au niveau de l'image fluo, eh bien, vous allez utiliser un petit curseur qui va vous permettre, en fait, de simuler l'image fluo que vous observez. Là, typiquement, vous avez l'image fluo donc, de la lentille portée. On va venir, d'une part, valider le diamètre. Hein, donc, là aussi, on va ajuster le diamètre. Donc, on considère que le diamètre est optimal dans ce cas-là. Et ensuite, nous allons venir analyser la fluo centrale et la fluo périphérique. Donc, au niveau de la fluo centrale, en premier, sur la fluo que vous avez à gauche sur le logiciel, c'est la fluo attendue. Et ensuite, en bougeant le petit curseur, eh bien, vous allez générer la fluo finalement observée. Quand on regarde cette image fluo, cette photo, eh bien, on s'aperçoit que la zone centrale, eh bien, elle n'est pas si large que ça et puis surtout, elle n'est pas très, très sombre. Donc, si elle n'est pas très sombre et pas très large, ça veut dire que le centre est trop serré. Donc, on va utiliser le petit curseur et on va le bouger, donc là, dans le sens
trop serré, vu que l'image fluo que nous avons est trop serrée, et on va le bouger jusqu'à obtenir à peu près l'image fluo observée. Donc ça, c'est déjà l'image de la fluo centrale. On va faire exactement la même chose sur la périphérie. C'est très simple, il faut juste cliquer sur la périphérie de Click and Fit et va apparaître modification périphérique. Et donc la même chose, on va bouger le curseur en fonction de nos observations. Sauf que quand on regarde, eh bien, notre deuxième réservoir de larmes, il est globalement au milieu de la périphérie. Et si on regarde, à part ici, mais je pense que c'est plus dû voilà, à un petit excès de fluo, mais quand on regarde sur pratiquement 360 degrés, les deux espaces de part et d'autre de ce deuxième réservoir de larmes sont équivalents. Ça veut dire que notre périphérie, elle est parfaitement alignée. Donc, nous n'avons pas besoin de bouger ce curseur vu que notre périphérie est alignée. Si ce n'était pas le cas, on l'aurait bougé en fonction de ce qui avait été observé. Et le principe de Click and Fit, c'est qu'à partir aussi de cette simulation de l'image fluo observée, eh bien, il va générer les nouveaux paramètres. C'est exactement la même chose. Et pour conclure, donc après un mois sur cet œil gauche, on n'avait pas de surréfraction. On n'avait plus de plainte, l'acuité visuelle, encore une fois, a été optimale. Nous avions 12 dixièmes, plus de halo, et donc on avait une adaptation qui a été validée. Donc avec un anneau complet, une zone de traitement bien centrée et régulière. Pour terminer, ce qu'il faut garder en tête par rapport à tout ce que l'on a vu, alors je suis bien consciente, on a vu beaucoup de choses, ce qu'il faut garder en tête. L'adaptation en DRL est une adaptation sur mesure. Donc, à partir du moment où les données initiales, dont la topographie initiale, sont de très bonne qualité, très souvent, la première paire est la définitive. Concernant l'image fluo, nous recommandons de la faire vraiment avant la première nuit lorsque la cornée n'est pas encore remodelée. Cela nous permettra vraiment d'avoir une image fluo optimale parce que s'il y a un décentrement après, par exemple, après on va dire, le remodelage, on a un décentrement reposant la lentille et l'image fluo sera beaucoup plus difficile à analyser. Donc, on réalise l'image fluo avant la première nuit. Avant d'optimiser, il est vraiment important aussi de vérifier avec le porteur que de son côté, tout est bien respecté. Donc, qu'il manipule correctement, qu'il met les lentilles juste avant d'aller se coucher, qu'il les remplit de larmes artificielles, qu'il utilise toujours bien les mêmes produits parce qu'une mauvaise observance, une mauvaise manipulation peut assez rapidement conduire à une adaptation qui n'est pas optimale. Donc, avant de se lancer dans une optimisation, il est vraiment important de vérifier absolument tous ces points-là d'abord avec le porteur et s'ils sont bien vérifiés, dans ce cas, on sera amené à optimiser avec les éléments topographie et image fluo. Si une optimisation est nécessaire, ça aussi je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, en cas de décentrement du traitement, si on veut optimiser et utiliser une nouvelle lentille, il sera vraiment impératif d'arrêter le port au moins 5 nuits entre les deux lentilles de manière à laisser le temps à la cornée, de reprendre sa forme initiale pour plus qu'on ait de décentrement parce qu'en posant la nouvelle lentille, au moins comme ça, on aura un bon centrage. Donc ça, c'est vraiment aussi important à avoir en tête. L'optimisation, elle sera d'autant plus facile avec l'analyse de la topographie et de l'image fluo. On a pu le voir un petit peu tout au long de ce webinaire. Il est vraiment important d'utiliser les deux. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, que ce soit la topographie ou l'image fluo, peuvent vraiment donner des informations qui sont importantes et surtout nous faciliter l'optimisation. Parce qu'on peut le voir, la topographie qui est décentrée, elle peut venir de plusieurs choses, le diamètre, la périphérie ou autre. Donc, c'est vraiment important de réaliser les deux de manière à vraiment mettre toutes les chances de notre côté. S'il y a optimisation, si c'est nécessaire, eh bien que la deuxième paire soit la définitive. Et puis ensuite, point non négligeable, le logiciel d'adaptation, donc Click and Fit, va vous permettre d'une part de calculer facilement et rapidement les paramètres, mais il vous permettra aussi et surtout d'optimiser quand cela est nécessaire.
Donc, par rapport à tout ça, sachez que nous avons mis plusieurs choses à votre disposition. Donc, bien sûr, le logiciel Click and Fit. Nous avons également les documents techniques, dont celui dont je vous ai parlé avec tous les éléments de topo, de fluo résumés, mais bien sûr, le service aussi aux professionnels. Donc, nous sommes le service technique. Vous avez une équipe de 8 personnes à votre disposition, donc Clément et moi. On est à votre disposition par mail, par téléphone. Donc, vous avez les données là, qui apparaissent. Alors, juste attention par rapport au numéro de téléphone. Là, au vu de la situation actuelle, nous avons mis des lignes en place qui sont vraiment juste le temps du confinement. Sinon, vous avez la ligne générale du service technique qui sera à nouveau effective lorsque le confinement sera terminé, donc le 01 45 13 18 49. Eh bien, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce que, Clément, il y a éventuellement d'autres questions depuis tout à l'heure? Oui, oui, oui. Alors, merci Diane déjà pour tout ça. C'était très complet. Juste déjà pour commencer, vous êtes plusieurs à nous avoir demandé le document concernant l'optimisation de la DRL. Donc, on va vous l'envoyer par mail à la fin de la réunion. Là, vous avez normalement donné tous vos mails. Voilà, donc on va faire un envoi. J'ai quelques petites questions pour toi, Diane. Est-ce que la Quadrop peut être substituable par un autre produit et si oui, lequel? Alors, la Quadrop, clairement, sont les meilleures larmes artificielles pour l'orthoca. Bien sûr, ce n'est pas nous qui les fabriquons, mais sachez qu'on a déjà mis, en fait, nous avons vraiment évalué tout le marché, toutes les larmes disponibles et choisir les plus adaptées, celles qui nous permettaient vraiment d'avoir le traitement optimal. Donc, je ne peux que vous recommander quand même de partir sur la Quadrop. Bien évidemment, si cela n'est pas possible pour diverses raisons, sachez qu'il y a 2 critères qui doivent être impérativement respectés. C'est l'absence de conservateur. Ça, c'est très, très important par rapport au risque de toxicité. Et deuxième chose, il faut de l'acide hyaluronique. Mais attention à ne pas partir sur des larmes dont le taux d'acide hyaluronique serait trop élevé et on a un risque de trop grande viscosité. Si les larmes sont trop visqueuses, malheureusement, le film de larmes ne se répartira pas forcément aussi bien sous la lentille et on risque d'avoir un traitement qui ne sera pas optimal et qui risque d'être fluctuant. C'est-à-dire que parfois la vision sera optimale et parfois elle ne le sera pas. Merci Diane. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. En attendant, j'ai une autre question d'un adaptateur. Quand on a un astigmatisme pur, type plan -2 à 180, Click Alors, and Fit, oui. Oui, pardon. Alors, donc, du coup, le Click and Fit propose un choix entre la DRLM et la DRLH. Qu'est-ce que tu choisis dans ces cas-là? Normalement, astigmatisme pur, on doit être sur une DRLM. Généralement, par rapport au recul que nous avons, il est quand même préconisé de plutôt partir sur une DRLM. Maintenant, le principe de la DRLM avec un astigmatisme pur, ça sera vraiment de venir aplatir que dans un seul méridien pour modifier la toricité de la cornée et donc absorber cet astigmatisme. Très bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci Clément. Nous avons une autre question. Donc, dans le cas que tu as évoqué, le patient avait une lentille qui était un petit peu trop serrée et il avait des halos. Et en fait, notre adaptateur s'interroge parce qu'il pense que les halos n'étaient liés qu'aux lentilles trop plates. Alors non. Justement, généralement, quand la lentille elle est trop serrée, eh bien, la zone optique, elle est plus petite sur la topographie. Donc, si la zone optique est plus petite, généralement, la pupille a tendance à beaucoup plus être sur l'anneau rouge et donc sur les aberrations. Donc, les halos peuvent être autant dus à une lentille trop serrée que trop plate. Et encore, je dirais même qu'on rencontre plus souvent de plaintes de halos avec une lentille à tendance trop serrée. Très bien.
Et ben, du coup, c'est bon pour les questions pour le moment. N'hésitez pas à en poser encore si besoin. En attendant, Diane, je te propose de lancer le petit sondage. Oui. Merci Clément. Le sondage que je ne vois. Ah ben attends, non, je suis bête, c'est moi qui dois le lancer. Voilà. Merci Clément, je suis désolée, c'est toi qui as la main. Donc du coup, là, vous avez le sondage qui normalement va apparaître à votre écran. Si vous avez juste, s'il vous plaît, si vous pouvez juste répondre, ça va prendre quelques secondes. 3 options, oui, non, ou pourrait être amélioré. En tout cas, en attendant, ben, on espère que ça vous a vraiment fait plaisir, ce format de formation. On espère avoir répondu à beaucoup de vos questions. Et puis, ben, n'hésitez pas si besoin. On est encore disponible au numéro que vous a donné Diane. Voilà, donc pareil, si vous souhaitez réécouter cette présentation, sachez comme les 2 précédentes, donc celle d'hier sur le contrôle de la myopie et celle de mardi sur le niveau 1 d'Orthoca, ces présentations seront disponibles sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez les revisionner autant de fois que vous le souhaitez. Voilà, ben, a priori, tout le monde a répondu au questionnaire. Donc, Génial. merci à vous. Et puis bah, bonne continuation. N'hésitez pas à nous écrire pour tout complément. Merci à tous, passez une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous et puis en espérant avoir le plaisir de vous revoir très prochainement. À bientôt, au revoir.